Salut Vanessa, Ça va, Flore? très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bienvenue. Et merci, tu vas nous parler de ton roman, de ton livre Ma peau d'un autre monde, qui est paru chez Mama Édition. Alors, c'est un livre initiatique, un récit initiatique, c'est une histoire vraie, avec un peu de voyage dans la conscience, dans l'espace-temps du rêve. Donc il y a un petit peu de... Il y a un monde un peu subtil qui rentre dans la réalité. Oui, et un livre où tu parles aussi de toi, de ton expérience, de ce que tu vis, avec une grande place aussi au rêve. Ouais, qui donne une grande place au rêve. Oui, j'ai toujours, depuis l'enfance, j'ai toujours donné de l'importance à mes rêves, j'ai toujours essayé d'en comprendre la signification. Et c'est devenu de plus en plus important. Maintenant, j'arrive à résoudre des choses à l'intérieur de mes rêves, où les rêves me réveillent au moment où il faut que je regarde quelque chose de précis que je dois transformer dans ma vie. Donc, ouais, la communication au rêve en fait, c'est la communication avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. C'est le lien avec le monde subtil et ça passe par cette... Enfin, chez moi, Ça passe chez sa femme. ouais, par l'espace-temps du rêve, ouais. En fait, moi je suis documentariste depuis plus de 10 ans. Moi, je fais des documentaires pour la télé. J'ai commencé à filmer les documentaires qui n'étaient pas les miens. Et puis je me suis prise de passion pour le peuple aborigène, les peuples aborigènes d'Australie. Et donc j'ai commencé à écrire un premier documentaire sur une question aborigène, enfin sur l'art de la traque. Et puis j'ai eu la chance que le film se vende à la télévision. Et du coup, j'ai pu partir en Australie et rencontrer les derniers pisteurs australiens qui travaillaient pour la police. Enfin, il y en a encore, mais qui étaient employés par la police, il n'y en a plus aujourd'hui. Et donc, mon nini. Et puis après ce premier tournage et cette première rencontre incroyable, j'ai écrit d'autres documentaires, j'en avais fait 2 autres, sur toujours des questions liées aux problématiques que rencontrent les aborigènes en Australie par rapport au vol des terres, au vol des enfants, parce que ça se perpétue encore aujourd'hui. Mais surtout, je me suis intéressée aux questions de spiritualité, enfin, le lien qu'ils avaient à leur environnement. Ce lien était tellement fort que j'ai voulu comprendre mieux leur spiritualité. Et on appelle leur spiritualité une cosmogonie, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de leur origine, de l'origine de leur peuple. Leur mémoire remonte jusqu'à l'origine de leur création, parce qu'ils sont toujours en lien avec les ancêtres et qui communiquent avec eux à travers l'espace du rêve. Et donc leur cosmogonie s'appelle le temps du rêve. D'accord. Voilà, donc en fait tous mes documentaires m'ont aidé à chaque fois à aller un peu plus loin pour comprendre ces peuples qui ont vraiment une vision du monde à l'opposé de la nôtre. Et à chaque fois, c'était l'occasion de moi lâcher des conditionnements que j'avais de ma propre culture pour pouvoir accéder à la leur. Et j'ai vécu en réalité au cours de ces 10 dernières années une transformation intérieure énorme. Alors voilà, avec eux quoi. Et pourquoi t'as senti que c'était l'Australie? C'était là-bas? J'ai eu un appel. À partir du moment où j'ai vu l'histoire de ces peuples dominés, ces peuples à qui on enlevait les enfants et qui avaient pourtant un lien à leur terre tellement énorme, et voilà, et ce sens de la connexion à leur environnement et de cette communication subtile qu'ils ont avec tous les animaux, les plantes, les arbres. Et en fait, chez eux, tout est vivant. Et je voulais vraiment, moi, il y avait un truc en moi qui me disait il faut que tu ailles là-bas parce qu'il y avait un truc à comprendre. Mais j'étais trop naïve, je ne savais pas encore pourquoi j'allais là-bas, j'écoutais juste mon instinct. Et j'avais une force en moi qui me poussait vraiment à aller les rencontrer. Donc écrire des films, c'était un prétexte pour y aller. Et après toute cette immersion en terre aborigène pendant plus de 10 ans, maintenant je peux dire que je recherchais ce lien au sacré que j'avais perdu, que j'avais dans l'enfance, mais qu'au final, dans ma vie occidentale telle qu'elle était aujourd'hui, je l'avais complètement perdu. Et je suis allée le retrouver. Je suis allée retrouver cette connaissance que j'avais en moi, de pouvoir communiquer avec l'entourage, la nature, les arbres, de voir l'esprit de tout ce qu'il y a autour de nous, de voir l'esprit vivant dans chaque chose. Et donc j'ai retrouvé une certaine puissance de connexion et de
capacité à voyager dans mes rêves, quoi. Waouh. Et d'en retirer des analyses, des expériences, et des fois même à pouvoir à trouver des outils qui me permettent dans ma réalité quotidienne de transformer des choses. Tu vois, dans mes rêves, des fois j'ai des informations et qui vont après dans ma journée devenir une compréhension matérielle et d'un coup claire, et je vais pouvoir faire un rituel pour transformer ce qui m'a été communiqué dans mon rêve. Donc ça va loin. Hein. Oui. Mais justement, à propos de ça, j'aimerais bien lire un petit passage du livre. En remontant les dimensions du temps par le biais du rêve, en contactant la toile sacrée et interactive qui relie les aborigènes, je dessine chaque jour dans le réel les routes de mes envies. En tirant les fils invisibles de ma conscience, je transforme et je dirige mon avenir. Tu vois, ça s'infuse, tu as des informations comme ça qui arrivent, et moi c'est comme ça que je travaille. D'un coup, je les mets en conscience, et hop, pour bien me transformer, je vais faire un acte dans la matière. Et l'acte, il est comme il me vient, tu vois. Ouais, et justement, c'est super important de parler de ça aussi dans cette période où de plus en plus de gens ont des ressentis, des perceptions, des sensations dans leur corps qu'ils n'arrivent pas forcément bien à expliquer. Ouais. Et le fait de dire que voilà, on peut prendre le temps, et même si on n'est pas forcément, si on n'a pas forcément été initié par quelqu'un ou par un chaman, on peut venir apporter de la compréhension là-dessus et transformer les choses dans l'énergie, dans le subtil. Ouais. Bah, je pense que tout le monde peut le faire. Après, ça dépend du niveau de concentration ou d'attention que tu portes aux choses. On est tous, je pense, à des niveaux différents de... J'appelle ça d'initiation. J'aime pas dire évolution, mais je pense qu'on est à tous à un degré d'initiation en tant qu'humain. Et suivant le bagage avec lequel tu arrives, tu as des outils qui sont plus... Moi, je sais que je suis née avec un outil introspection hyper puissant. Ouais. J'ai une capacité à être dans l'introspection qui est très 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 profonde. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais juste de prêter attention à une image qui passe à un moment donné, ou une pensée, ou à une phrase qui te traverse, juste de s'arrêter dessus. Tiens, j'ai pensé à ça. Tiens, j'ai vu ça. Déjà, paf, là, c'est déjà mettre en route la mise en conscience. Et c'est comme ça que petit à petit, on transmute. Je sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde, mais on fait, en tout cas, on fait bouger. Ouais. On met la vie en mouvement. En fait, à partir du moment où on a fait bouger un truc en nous, dans la réalité du quotidien, on va voir, quand on a bougé à l'intérieur, on va voir le truc se manifester à l'extérieur. Et ça c'est fort, quoi. Et en fait, on prend conscience de du pouvoir qu'on a, en fait. Ah ouais. Le pouvoir de création qu'on a sur les choses, et que c'est notre intérieur qui définit aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. On s'aperçoit qu'en fait, on est les propres créateurs de ce qu'on a, ce qu'on vit. Et ça, tu vois, tu viens de soulever un point qui est un des... dans les initiations aborigènes, les initiations masculines, parce que j'ai eu la chance de filmer des rites initiatiques masculins et d'avoir été enseignée sur quelques bribes de ce qui se passe. Alors qu'en tant que femme, j'ai pas le droit, mais j'ai eu cette chance-là. Et en fait, un des savoirs que les hommes se transmettent dans les initiations, c'est justement des savoirs liés aux lois universelles. Et un de ces savoirs, les premiers qu'on leur apprend, c'est que l'intérieur est projeté à l'extérieur. Et en fait, ils le symbolisent par un cercle avec un point au milieu. Tu sais, quand ils passent l'initiation, les anciens écrivent dans le sable des symboles qui en fait sont... Il faut les voir pas en 2D, mais de façon multidimensionnelle. En fait, ces symboles contiennent des lois universelles qui remontent, les lois de l'univers. Donc ce cercle avec ce point au milieu, ça représente vraiment le fait que l'être humain a le pouvoir en lui de mettre l'énergie en mouvement, ce que certains appellent le prana, d'autres l'énergie cinétique. Et c'est cette énergie qui fait manifester dans la vie réelle les choses. Et donc le rituel a cet effet-là, le fait dans la matière de poser un acte, changer des meubles de place, ou tu vois, juste de changer le décor à la décoration de sa maison, ça met l'énergie de vie en mouvement, et ça crée une modification. Déjà, ça part de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Bon, enfin voilà. Mais c'est intéressant.
Aussi de se rappeler que c'est bien de voir des choses, d'avoir des perceptions, mais on est venu aussi sur Terre pour faire des choses dans la matière, pour incarner quelque chose. Et j'aime bien ce passage à propos de ça. Toute ma vie se résume à marquer la matière par des actes, des créations. Je la regarde comme un film de cinéma que j'imprime en permanence. Je passe du rêve à la réalité. Et si c'était seulement ça, vivre, être au service de sa propre création. En fait, c'est le constat que j'ai fait, tu vois. Bah ouais, en fait. En fait, on est juste là pour manifester notre intérieur vers l'extérieur, mais surtout que l'intérieur qu'on manifeste soit le plus lumineux possible. En fait, tout ce que tu ressens à l'intérieur, et comme ça se manifeste autour, je veux dire, si à un moment tu te sens super mal, tu as de la colère, tu as de la rancune, eh ben, tu vas manifester à l'extérieur des rencontres qui vont venir te provoquer sur ces émotions-là. Mais plus tu deviens, tu prends le temps, enfin, tu t'harmonises, tu embellis ton lieu de vie, tu sélectionnes aussi les personnes avec qui tu te sens bien, parce que oui, il faut faire des choix, ça aussi c'est un travail. Et ben, tu t'aperçois que plus tu t'allèges à l'intérieur émotionnellement, plus ton extérieur, la vie va t'amener des situations beaucoup plus légères, beaucoup plus en adéquation avec ton intérieur. La vibration qui appelle la vibration. Voilà, c'est ça, l'intérieur égale l'extérieur. Tout passe par là. Et ce que j'aime vraiment bien aussi dans cette image que tu utilises du film de cinéma, qui s'imprime comme ça en permanence, c'est que ça ramène aussi vraiment à l'instant présent. C'est qui je suis maintenant, qui crée en fait ce qui va se passer après. Ouais, bah c'est vrai que la caméra, ça m'a beaucoup aidé justement à lâcher le mental. Parce que tu vois, quand tu es réalisateur, tu es là, tu projettes tout ce que tu vois, tu projettes, tu contrôles tout ce qui peut se produire pour obtenir ce que tu as besoin d'obtenir. Et tu anticipes plein de plans parce que tu dois ramener de la matière, tu dois ramener des images. Et tu es là, tu te dis, ok, alors si cette séquence, j'arrive pas à la faire, je la remplacerai par une séquence équivalente. Et ça. Et tu fais 10 millions de plans. Et à partir du moment où tu es derrière la caméra, et la magie se produit. C'est-à-dire que tu arrêtes de penser, tu lâches parce que tu es dans ton œilleton et tu es concentré, tu es dans le moment présent, tu es à l'affût. Et là, tu te rends compte que d'un coup, il se produit des séquences que tu n'avais même pas imaginées, qui sont des magiques en fait. Et là, la magie se produit. Et c'est toujours quand tu lâches le mental. La vie te propose ça, bam, et là tu dois être hyper réactif. Mais la caméra, ça a été pour moi un outil extraordinaire justement, pour être là, maintenant, avec ce qui se produit autour de moi. Et j'anticipe rien, et je laisse les choses venir. Et les choses viennent, mais je te jure, c'est... Non, mais les documentaires... En fait, c'est l'expérience de la vie, mais vue sous le prisme de la caméra, mais c'est exactement pareil que dans la vie. Bah oui. Sauf que voilà, c'est l'outil, moi, qui m'a servi à m'ancrer, à m'aligner. Et je me suis aperçue aussi que... Déjà, alors ça c'est aussi un outil de guérison parce que tu permets à des gens de s'exprimer. Quand la caméra s'allume, la personne elle se sent honorée, elle est timidée, il y a tout ça, mais la parole se libère. Et des choses qui n'ont jamais été dites. Et donc c'est aussi un truc de guérison. Et aussi après il y a l'aspect montage. Et là j'aime bien l'idée du montage parce que tu as une réalité, chacun a la sienne. Mais toi tu vas en faire une avec ton montage, tu es obligé d'en faire une. Et tu réimprimes la réalité que tu as envie, quelque part, de faire. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ces gens qui m'ont confié, les aborigènes m'ont confié des vies franchement dramatiques, des histoires super dures et tout. Et ben, moi, je voulais que malgré ça, mon film, il porte une vibration il montre la force de ces gens qui sont là depuis tu vois, 50 000 ans, qui résistent à des trucs d'une violence inouïe. Et ils sont toujours là. Et moi, je voulais que le dégagement du film soit cette force, malgré tout ce qui est dit de difficile. Et bien, mon montage, voilà, j'ai imprimé le montage, j'ai fait un montage, j'ai recréé une réalité. Voilà, en fait, avec leur réalité, leurs mots, moi, j'en recrée une autre. Et c'est ça que je trouve génial dans le film, c'est-à-dire que en faisant ce processus, j'imprime dans la matière ce que je veux faire, voir exister et vivre. Et en faisant ça, ça guérit tellement de dimensions. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une magnifique image. Ouais, mais t'as vraiment cette sensation-là. Ok, moi je réimprime la réalité comme j'ai envie de la voir. Et c'est comme ça aussi, après, ça travaille aussi en toi, du coup.
Parce que quand tu fais ça avec les autres, eh ben, en toi, ça va aussi réimprimer une façon de penser nouvelle, plus positive, plus... Parce que moi, j'ai jamais eu envie de diffuser un film qui fait pleurer les gens, tu vois. Donc malgré qu'il y ait des gens qui souffrent et qui l'expriment, hop, le montage va de toute façon porter une vibration. Et je sais pas, c'est la magie qui se produit après. C'est toi, ton énergie que tu mets dedans, comment tu le rythmes, le machin. Paf, et un moment, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'en vois. Derrière les mots, c'est cette vibration. Et quelque part dans la vie, on peut choisir aussi qu'est-ce qu'on a envie de... Ouais. Tu dis que pour ton film, j'ai choisi de prendre le Ouais. prisme de montrer leurs forces. Et on peut se dire aussi, nous, moi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant en fait? Quel est le prisme? Ah bah, de toute Qu'est-ce que façon, j'ai envie de vivre? choisir, on est là pour choisir, hein, c'est ça. On a le libre arbitre, mais on est là pour faire des choix. Et tout le temps. Et c'est ça qui est dur de faire des choix. Super dur de faire des choix, des fois. Punaise. Mais plus t'en fais, plus en fait tu as, t'as ton pouvoir personnel, tu prends ton pouvoir en main. Je sais pas, d'abandonner juste une personne, de te séparer de quelqu'un parce que tu l'aimes, mais la personne par exemple elle est super toxique. Et pourtant tu l'aimes, mais tu fais le choix de continuer à l'aimer sans l'avoir. Ça par exemple c'est un super choix que j'ai eu à faire plein de fois, mais ça te donne une force personnelle et en fait, tu t'aperçois que quand tu fais un choix, la vie te fait toujours un cadeau derrière. Alors là, maintenant, moi, je marche au cadeau de la vie. Je me dis, oh là là, j'ai fait un choix là. Oh la vie, j'attends le cadeau. Il va arriver. C'est comme la carotte, tu sais, l'âne et la carotte. Moi, je marche comme ça. Ah, mais je sais que je vais avoir un cadeau. Maintenant, j'ai fait un choix. Ça marche. Ça marche à chaque fois. Donc, ce que tu racontes aussi dans ton livre, c'est. Voilà, tu parles aussi, au travers de ton expérience en Australie, de la façon de vivre des aborigènes qui est très très complexe, avec énormément de tribus différentes qui tous ont un système de pensée, de façon de vivre qui est très différent. Et finalement, j'aime beaucoup à la fin du livre, je trouve que c'est très bien dit et j'ai envie de lire ce passage. Cette façon de vivre inscrit l'idée que l'on doit laisser la Terre comme elle était à notre arrivée. Prévision, projection, anticipation, objectif, contrôle du futur n'entrent pas dans la façon d'être aborigène. Ils suivent le mouvement que la vie propose, le flux naturel, qui n'a ni commencement ni fin, puisque tout est cycle. Ouais, ben oui, c'est vraiment une base fondamentale de leur vision du monde et de vivre. Et en fait, ils m'ont vraiment appris par l'exemple. Ils se sont pas dit, voilà, ils m'ont pas donné des enseignements. C'est leur façon d'être m'a tellement mis de face à tout ce que nous, ici, enfin, notre façon de contrôler notre vie ici, et tu vois, beaucoup de contrôle dans nos sociétés occidentales. Et beaucoup de conditionnement aussi. Ouais, complètement. Et eux, ils sont tellement pas dans ça, pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'ils sont capables de te donner, tu vois, simple. Tu donnes un rendez-vous pour une interview, tu lâches pas tu n'abandonnes pas la personne, ou à la limite, si tu peux pas, tu as un empêchement, tu annules. Tu annules, tu préviens. Les aborigènes, ça n'existe pas, le rendez-vous, le machin. Oui. C'est toi, t'es là avec ton rendez-vous à telle heure. Non. Moi, un jour, j'ai donné un rendez-vous comme ça et je suis arrivée dans une ville vide. Et en fait, j'ai su après que tout le monde était parti à un enterrement parce que quand il y a un enterrement, c'est à l'autre bout du pays et tout le monde part, tu vois. Et là, c'était super bizarre. T'es là, t'as ton rendez-vous donné, tu as ton occidental, telle heure, machin, t'es à l'heure. Et puis, la ville est vide. Et puis, tu sais évidemment pas où est la personne à qui t'as donné rendez-vous. Bon, bref. Mais j'ai plein d'histoires comme ça où on te force à être dans le moment présent et t'attends. Et de toute façon, c'est eux qui font le film parce que c'est eux à un moment qui vont se rendre disponibles pour toi quand ils peuvent. C'est pas quand ils ont décidé, c'est quand ils le peuvent parce qu'ils ont des contraintes familiales et de vie qui sont complètement pas les tiennes, tu vois. Ils ont des vies hyper difficiles, ils ont des familles, ils sont responsables de leur famille, ils doivent être là en soutien à leur famille, ils peuvent pas dire non, c'est interdit dans leur code. Toi, demain, ton cousin, il dit ouais, tu peux donner un coup de main. Oui, ok, t'en as rien à faire. Tu n'as pas envie, tu vois, tu trouves une fausse excuse. Là-bas, ils ne disent jamais non. Là-bas, ils n'ont pas le droit de dire non. On trouve une excuse, tu vois, la con. Que moi, je trouve à la con. C'est drôle, un jour, ils m'ont dit non, on peut pas venir à l'interview, je dois ranger ma chambre. Bon, déjà, ça, c'était mignon parce que
Ouais, tu vois bien que c'est une excuse en tant que... Oui, oui. Mais eux, c'est parce que c'est poli pour eux, en fait. Mm. Déjà, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Donc, mais ils peuvent... Voilà, je me suis fait lâcher que je sais pas combien de fois. Et ça me fait penser à ce paragraphe-là que tu avais. Prendre soin, on ne sème pas, on récolte. Ouais. Ouais. C'est pas des semeurs, au point de vue comme nous, agriculture, tout ça. Ils vivent avec le flux de la vie, les cycles du temps et des saisons. Enfin, aujourd'hui, ils sont entre deux. Et là, ils vont aussi dans les supermarchés, mais traditionnellement, originellement, ils se nourrissaient de ce que la nature apportait au moment où elle apportait. Donc ils vivaient, ils se déplaçaient en fonction des saisons. Et tu vois, quand, voilà, quand il y avait des tomates du bush à cette saison ou des œufs d'oie à cette saison, on vivait avec ce que la nature nous donnait. Donc on récoltait et non pas, on ne semait pas. Donc je trouve que ça montre bien la différence entre nos sociétés à nous. On sème Ouais, et on est très, très dans le contrôle. Ouais. Alors que eux vont être plus quelque chose qu'on peut voir nous comme de l'opportunisme, même ces histoires de rendez-vous dont tu parles, qui ils vont, voilà, tout est mouvement, on dira pas non, mais en même temps on s'arrange un peu avec la réalité, et comme si c'était lié aussi cette façon de s'alimenter à la base, mais ensuite qui devient quelque chose dans la culture plus large. Tu vis avec le mouvement de la vie. Tu surfes sur la vague. T'es pas là à essayer de contrôler la vague, quoi. De toute façon, tu n'y arriveras pas, donc c'est beaucoup plus intelligent, en fait. Oui. Super leçon. C'est bien. Et ouais, ça m'a mis vraiment face, justement, à tout ça. Vraiment, j'ai dû me déconditionner, mais de A jusqu'à Z, pour comprendre, vraiment accéder, enfin, et vivre intérieurement comment eux ils percevaient les choses, parce que j'ai fait plein d'erreurs culturelles aussi, tu vois, qui sont perturbants pour eux, de dire des choses qu'il fallait pas, regarder quelqu'un dans les yeux, enfin, plein de choses que toi t'imagines pas en tant qu'occidental. Toi tu te dis regarde dans les yeux c'est poli, Oui. Eh ben non, pas là-bas, Ouais. tu vois, et c'est hyper gênant en fait, et donc ils se prennent beaucoup de violence comme ça de notre part parce que les codes sont pas du tout les mêmes. Et voilà, j'ai appris à me mettre à l'écoute. Vraiment. Donc, arrêter de penser comme moi, comme un occidental. Arrêter de penser tout court. C'est le seul moyen d'arrêter de penser. Écouter l'autre, déjà. Ouais. Arrête de penser, tu vas entendre l'autre. Et ça a marché. Ça a mis du temps, mais... Génial. Voilà. Merci. Merci à toi. Ma peau d'un autre monde. Moi, j'ai beaucoup aimé ce voyage avec toi, voyage initiatique, qui nous envoie. Tu nous emmènes dans ton voyage. Tu parles aussi. J'ai bien aimé le fait que tu vas parler aussi bien de la culture, de la façon dont les gens vivent là-bas, mais aussi d'un côté très spirituel, où tu parles des rêves que tu fais, de certaines situations que tu as vécues qui peuvent sembler assez surnaturelles. Ouais, Je trouve que c'est un super beau mélange. Voilà. Merci beaucoup, Flore, pour ton invitation. Et avec plaisir, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets, là, de ce qui arrive? Alors oui, j'ai 2 films en Australie. Un film en préparation sur Sydney. Bon, il n'y a pas de financement encore, mais sur l'initiation d'une jeune métisse qui est déconnectée de sa culture et que je voudrais emmener au contact d'anciennes du désert qui ont encore la culture aborigène très forte. D'accord. C'est mon ancienne belle-fille, donc je connais cette jeune fille qui est voilà, métisse aborigène, mais qui n'a pas de lien avec la culture d'origine, parce qu'ils ont été déracinés, etc. Ouais. Et donc un beau périple initiatique pour une jeune femme et qui va retrouver ses origines. Et un autre sur les enlèvements d'enfants métis et aborigènes, parce que ça se perpétue, c'est une politique qui est en place depuis le début de la colonisation. Ça se voit moins aujourd'hui, on n'enlève pas les enfants comme on le faisait avant. Mais par contre, il y a toujours des milliers d'enfants qui sont retirés à leur mère sous soupçon de négligence, sous raison de pauvreté, pour les protéger de la violence, parce qu'il y a beaucoup de violence dans les communautés aborigènes, plein de raisons. Mais bon, il y a beaucoup d'abus et d'enlèvement d'enfants qui devraient rester près de leur famille. Et ce qui est important de savoir, c'est que les aborigènes, en fait, on éduque les enfants de façon collective, et c'est pas la même du tout vision que nous. D'accord. Donc on retire des enfants à une mère, par exemple, qui est défaillante, mais sur des jugements qui appartiennent aux Occidentaux. Parce qu'avoir une maison sale, c'est pas être une mère défaillante, mais on peut enlever un enfant pour cette raison. D'accord. Donc en fait,
on enlève des enfants, alors que là-bas en Australie, quand il y a un parent qui va pas bien, ben, c'est le reste de la communauté qui prend soin de lui. Et donc ça, c'est un truc que les Australiens ont beaucoup de mal à comprendre. Et il y a vraiment il y a deux mondes là-bas, c'est-à-dire que c'est un sujet entier à part entière, expliquer les raisons qui font que les Australiens aujourd'hui ne connaissent peu les aborigènes et ont du mal à comprendre leur culture. Et donc voilà, c'est un documentaire qui retrace la vie de certaines femmes qui se battent pour récupérer leurs enfants. D'accord. Voilà, vaste J'ai sujet. des projets vraiment toujours en lien avec l'Australie Toujours, ouais. et les aborigènes. Ouais, je pense que j'ai un karma australien. Oui. Bah, disons que maintenant, je fais beaucoup de contacts là-bas. C'est un pays que je connais et puis qui me passionne toujours. C'est le pays qui te fait vibrer. Et puis surtout, je me transforme à chaque fois que je fais un film avec eux. Il y a toujours une part de moi qui revient à la conscience. Alors pour moi, c'est hyper. Tu grandis en même temps que, tu travailles. Et ouais, j'avance avec ce pays Ouais. et ces peuples-là et c'est hyper nourrissant. Ouais, j'adore. Génial. Merci Vanessa. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.